يالله 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 يا أخي قوم جميع مرض سكري يالله 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 يا أخي قوم جميع. Permettez-moi d'abord de remercier le comité organisateur pour cette invitation ici à Marrakech qui m'honore. Vous dire que la prévention des complications du diabète sucré passe par la maîtrise glycémique est aujourd'hui une évidence médico-scientifique. C'est vrai pour la microangiopathie, il y a consensus. C'est vrai aussi, dans une certaine mesure, comme le démontre l'UKPDS, pour la macroangiopathie. Et ce sont toutes ces études interventionnelles qui sont d'ailleurs à la base de la finalisation du concept d'intensification thérapeutique et d'optimisation glycémique qui, décliné en termes d'hémoglobine glycatée, revient au chiffre fétiche de 7% que l'on a déjà évoqué ce matin. Et pourtant, il y a une rupture entre cet idéal glycémique, cet idéal d'hémoglobine glycatée et la réalité de terrain. C'est vrai, en tout cas en Europe. Regardez cette étude de 2014, elle est toute récente. Eh bien, en Belgique, le pourcentage de patients avec une hémoglobine glycatée au-delà de 7%, c'est encore proche de 40%, et c'est vrai, c'est pareil en France. Par conséquent, il faut faire mieux. Et pour faire mieux, il faut en revenir aux bases physiopathologiques de la maladie, aux mécanismes éthiopathogéniques et du diabète qui, selon ce schéma de De Fronzo, nous met en évidence 8 coupables, 8 vices physiopathologiques. Oh, il y en a qui sont bien connus, comme la résistance à l'insuline ou la déficience en insuline, mais il y en a qui sont moins bien identifiés, moins bien connus. Et c'était le cas du rein. Le rein, au-delà de la physiologie, contribue à l'hyperglycémie du diabète de type 2 par une augmentation de l'absorption urinaire, de l'absorption tubulaire de glucose. Et c'est cette observation déjà ancienne qui a mené au développement plus récent d'une nouvelle classe de médicaments dite les glyphosines ou SGLT2 inhibiteurs, comme le symbolise. Et ces médicaments, ce qu'ils vont faire, ces médicaments, c'est réduire cette absorption rénale de glucose et donc induire une glycosurie, comme le symbolise ici ce personnage folklorique de Bruxelles. Je voudrais diviser l'exposé en 3 parties principales, en fait répondre à 3 questions. Première question, comment est-ce que cela fonctionne? Deuxième question, quels sont les résultats? Et troisième question, quelles sont les limitantes? Et au vu de tout cela, quelles sont les perspectives de ces médicaments dans le diabète de type 2? Alors d'abord, comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, rappelons-nous la physiologie. Nos reins, à vous et à moi, filtrent chaque jour de l'ordre de 160 grammes de glucose. 160 grammes de glucose. Vous imaginez, en termes d'entropie, la perte d'énergie que représenterait cette élimination de 160 grammes de glucose par les urines. Mais la nature a bien fait les choses, elle a mis en place des mécanismes de compensation. Et ces mécanismes de compensation sont des mécanismes de réabsorption au niveau tubulaire contourné proximal, par des transporteurs. Par des transporteurs dits SGLT2 pour sodium glucose cotransporteur 2 et 1.
Alors il y en a un, voilà, le transporteur SGLT2, qui est responsable de la majorité de la réabsorption du glucose à l'état physiologique. 90% du glucose filtré est réabsorbé par ce transporteur. Oh, le mécanisme est simple, vous voyez que le transporteur couple le glucose et le sodium, l'absorption se fait par le pôle apical de la cellule tubulaire, et puis il y a un relais par GLUT2 qui va déposer le glucose réabsorbé au niveau capillaire péritubulaire. Ça, c'est SGLT2 qui joue le rôle principal. On ne doit pas oublier SGLT1. Oh, SGLT1 ne joue qu'un rôle subalterne dans la réabsorption urinaire du glucose, 10%. Mais il est intéressant parce que physiologiquement, il est présent aussi, SGLT2, il est plus ubiquitaire, il est présent aussi au niveau de l'intestin et joue un rôle dans l'absorption de glucose au niveau intestinal. Donc, au fond, cette capacité de réabsorption, on en revient au rein, cette capacité de réabsorption tubulaire du glucose par SGLT2, par SGLT1, va définir ce que vous connaissez bien, va définir le seuil rénal du glucose. Le seuil rénal du glucose qui, à l'état normal, se situe aux environs de 180 mg par décilitre. Ça veut dire que tant que la glycémie plasmatique est inférieure à 180 mg par décilitre, il n'y aura pas de glycosurie, tout le glucose aura été réabsorbé. Maintenant, quand il y a diabète, c'est un petit peu différent. Quand il y a diabète, il y a trois anomalies. La première anomalie, c'est qu'il y a davantage de glucose qui est filtré. Le glucose sanguin est plus élevé, donc le rein filtre davantage le glucose. Deuxième anomalie, il y a une augmentation du nombre de transporteurs de SGLT2. Regardez, c'est bien démontré dans la littérature. Entre une personne normale non diabétique et une personne diabétique de type 2, il y a une augmentation de la concentration, de l'expression des SGLT2 qui vont donc contribuer à une augmentation de réabsorption. Et de fait, elle est là, cette augmentation de réabsorption, qui aboutit donc au concept, chez le diabétique de type 2, d'un seuil rénal au glucose augmenté. Vous voyez donc déjà, vous anticipez donc déjà la place des inhibiteurs des SGLT2 chez la personne diabétique. Vous voyez qu'il y en a à l'heure actuelle 3 qui sont potentiellement disponibles. Quel va être leur mécanisme? Il est très simple. Le mécanisme de ces glyphlosines, ça va être de bloquer partiellement la réabsorption du glucose au niveau urinaire. Regardez, 30 à 50% du glucose filtré, 30 à 50% de ces 160 grammes de glucose vont être éliminés dans les urines. Ne vont pas être réabsorbés, mais vont être éliminés dans les urines, avec ce que ceci signifie aussi en termes de calories, 60 à 80 grammes de glucose par jour, soit environ 250 kilocalories. Et vous voyez, vous anticipez déjà un bénéfice de ces médicaments. Donc, on crée par ces médicaments une glycosurie thérapeutique, qui est donc totalement indépendante de l'action de l'insuline ou de la sensibilité à l'insuline. C'est l'originalité du mode de fonctionnement de ces agents. Ce qu'ils vont donc faire, en un mot, c'est réduire, c'est abaisser le seuil rénal au glucose. Avec quel résultat? Oh, je pourrais simplement vous montrer cette diapositive qui vous montre que par rapport à un placebo, une glyphlosine, en l'occurrence la canagliflozine, améliore le profil nictéméral du glucose, tant à jeun qu'en période postprandiale. Mais ce serait un peu court. Alors on va aller un petit peu plus loin et on va comparer les glyphlosines par rapport au placebo, qu'est-ce qu'il y a dans la littérature, et par rapport à des comparateurs actifs, qu'est-ce qu'il y a dans la littérature.
Alors, par rapport au placebo, on va regarder 3 choses. On va regarder l'hémoglobine glycatée, qu'est-ce qu'elle devient, sous glyphosine. On va regarder le poids et on va regarder la tension artérielle. A priori, vous devinez, vous anticipez qu'il va y avoir un mieux. Et de fait, il y a un mieux. Voilà une diapositive qui résume la situation en termes d'hémoglobine glycatée en monothérapie, bithérapie ou trithérapie, pour la canagliflozine 100 mg ou 300 mg. En résumé, il y a un bénéfice statistiquement significatif de la glyphosine par rapport au placebo. C'est pareil en termes de poids, en termes d'évolution pondérale. Regardez, on perd 3 à 4 kilos. On améliorait déjà l'hémoglobine glycatée de près d'1%. Voilà maintenant qu'on perd du poids, tout en améliorant l'hémoglobine glycatée environ 3 kilos. Et puis dernière observation, c'est celle-ci. Sous glyphosine, on améliore par rapport au placebo la pression artérielle essentiellement systolique. C'est vrai. C'est par rapport au placebo, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors qu'est-ce qu'il en est par rapport à des comparateurs actifs ? Eh bien, la littérature est déjà riche de données. Et on va comparer une glyphosine à un sulfamidé hypoglycémiant, et on va comparer la glyphosine à un DPP4 inhibiteur. Alors, par rapport au sulfamidé hypoglycémiant d'abord, voilà l'étude de Céphalo, c'est une très belle étude, elle va comparer le glimépiride, le sulfamidé que vous connaissez bien, à la canagliflozine 100 mg ou 300 mg. Et cela pendant 52 semaines, et on va regarder essentiellement l'évolution glycémique et l'évolution pondérale. Évolution glycémique d'abord, canagliflozine 100 par rapport au glimépiride, à la dose de 4 mg au moins, pas vraiment de différence. Par contre, supériorité en termes d'hémoglobine glycatée, supériorité statistique de la canagliflozine 300 par rapport au glimépiride. Petite différence, mais elle est statistiquement significative. Là où ça se démarque davantage, c'est le poids. Évidemment, sous sulfamidé, on prend du poids, sous sulfamidé, on prend du poids, sous glyphosine, on perd du poids, et ça c'est vrai pour la faible dose ou pour la forte dose, et c'est essentiellement de la masse grasse qui est perdue, donc c'est intéressant. Les données à 104 semaines, à 2 ans, sont publiées dans Diabetes Care par Leiter. Elles vont exactement dans le même sens. Et on a encore des données à plus long terme. On a des données à 208 semaines pour la dapagliflozine. Là aussi, c'est un tir groupé. Ça va dans le même sens. Ça va dans le même sens en termes d'hémoglobine glycatée. En rouge, c'est le sulfamide. En bleu, c'est la dapagliflozine. Voilà l'évolution pondérale, il n'y a pas photo, il y a 4 kilos de différence au bout de ces 208 semaines, un gain pondéral, une perte pondérale, et il y a un avantage, un bonus en termes de tension artérielle systolique sous sulfamidé hypoglycémiant ou sous glyphosine. Sous sulfamide, les choses sont donc relativement intéressantes. Qu'est-ce qu'il en est par rapport au DPP4 inhibiteur ? On a une étude, je vous la montre rapidement, c'est l'étude de Schertaner. On compare 300 mg de canagliflozine à 100 mg de Januvia, et là aussi, à nouveau, la différence existe. En termes d'hémoglobine glycatée, on a une supériorité statistique. On a une supériorité statistique en termes d'évolution pondérale. C'est neutre sous DPP4 inhibiteur, ça ne vous étonne pas. Eh bien, on perd du poids sous glyphosine, c'est logique. Et il y a une différence en termes de tension artérielle. C'est neutre sous DPP4 inhibiteur, c'est positif. On améliore sa tension artérielle sous glyphosine. Et voilà une méta-analyse que je ne vais pas détailler, mais qui va exactement dans le même sens et qui met en évidence aussi les bénéfices collatéraux, y compris l'absence de risque hypoglycémique. Encore une question, qu'est-ce qu'il en est par rapport à l'insuline ?
le professeur Baudusseau y a déjà fait allusion ce matin, eh bien, associer une glyphlosine à de l'insuline permet, et ceci est le cas pour la dapagliflozine, mais ça a aussi été démontré pour l'empagliflozine, permet, en étant bleu par rapport au placebo, une amélioration de l'hémoglobine glycatée, une divergence en termes de poids, là ça augmente, là ça diminue, et une divergence en termes de dose d'insuline, là ça augmente, là ça tend à diminuer. Effets secondaires pour terminer, est-ce qu'il y en a? Les meilleurs médicaments ont des effets secondaires. Il y en a. Il y en a, et j'ai repris ici l'étude à 104 semaines, il y en a en fait de deux types. D'une part, des infectieux, effets secondaires infectieux. Deuxièmement, effets secondaires plus systémiques. Effets secondaires infectieux. Il s'agit essentiellement, on urine du sucre, il y a une glycosurie, c'est ça l'explication, d'infections génitales, mycotiques, principalement chez la femme. Regardez, c'est de l'ordre de 15%, c'est de l'ordre de 10% chez l'homme. Il y a des infections urinaires, c'est de l'ordre de 10% ou de l'ordre de 10% par rapport à 7% sous sulfamidé en l'occurrence. Deuxième type d'effets secondaires, ce sont des effets secondaires liés à la diurèse osmotique et à la déplétion volémique. Liés à la diurèse volémique, eh bien 6%, de l'ordre de 5 à 6%. Liés à la déplétion volémique, donc hypotension orthostatique, déshydratation, ça c'est quand même ça c'est important, c'est rare, c'est de l'ordre de 2%. Ceci justifie néanmoins, ces effets secondaires, qu'il faut être prudent en particulier chez les personnes âgées, chez les personnes fragiles, chez les personnes à risque d'hypovolémie qui prennent déjà des diurétiques de lance. Donc là, une certaine réserve de bon sens. D'autant plus que ces patients ont souvent une fonction rénale diminuée, et vous l'avez deviné, ces médicaments qui sont basés sur la filtration du glucose seront moins efficaces en cas d'insuffisance rénale, puisque la filtration du glucose sera diminuée. Et regardez, quand vous avez une filtration glomérulaire qui se situe en dessous de 45 millilitres par minute, eh bien, en termes d'hémoglobine glycatée, ce n'est plus 1% que vous observez comme réduction, c'est de l'ordre de 0,3%. Donc ces médicaments ne sont pas indiqués en cas d'insuffisance rénale. Juste un dernier mot, qu'en est-il sur le plan cardiovasculaire? On a parlé du cardiovasculaire ce matin. A priori, ça devrait être bon, puisque ces médicaments agissent favorablement sur les facteurs de risque, sur le poids, sur la tension artérielle, sur l'hémoglobine glycatée. Cette diminution possible est évoquée dans des travaux préliminaires, comme ce travail avec la dapagliflozine, qui montre dans cette méta-analyse préliminaire une réduction de l'ordre de 20% en termes d'événements cardiovasculaires. Indirectement, c'est intéressant de noter qu'il y a une diminution de la microalbuminurie, c'est quand même un marqueur fort du risque cardiovasculaire, mais il est trop tôt pour conclure, d'autant plus que pour ces médicaments, on a observé dans un certain nombre d'études une discrète augmentation du LDL cholestérol qui, même si elle est associée à une augmentation du HDL et à une légère diminution des triglycérides, a quand même justifié pour les autorités de santé toute une série d'études cardiovasculaire à long terme. Celle-ci, en PAREC, sera présentée à l'EASD au mois de septembre prochain. Donc, en conclusion, quelle perspective? Mais voilà, les glyphlosines ont aujourd'hui leur lettre de créance dans les algorithmes américains et européens, et ils se retrouvent là en bithérapie en compagnie des autres médicaments conventionnels. Ils y trouvent leur place.
sur base des données de la littérature, mais vous vous rappelez qu'on les évite lorsqu'il y a des risques, et je vous ai décrit le risque de la personne fragile, je vous ai décrit le risque de l'infection génitale ou urinaire et l'inutilité du médicament en cas d'insuffisance rénale. Il a donc trouvé sa place, c'est ce que nous dit aussi le personnage folklorique de l'histoire de Bruxelles, mais cette fois-ci il le dit avec l'apparat de l'IDF. Je vous remercie pour votre attention.